Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour. Donc c'est le 6e épisode, si je me trompe pas, de cette rétrospective Denis Lavant. C'est notre 8e podcast. On espère que vous avez écouté notre intégrale concernant Jean-Paul Rouve, cinéaste, qu'on a fait avec les amis. On a eu beaucoup de plaisir à le faire, et là on se retrouve de nouveau juste à deux pour notre sacerdoce, notre chemin de croix, notre aventure. Notre calvaire. Exactement. C'est de regarder la filmographie intégrale de Denis Lavant. Et bienvenue dans les aventures de la princesse. Bienvenue. Alors donc pour cet épisode, on va avoir beaucoup de téléfilms, ça nous change, beaucoup de produits télévisuels, et un seul long métrage de cinéma, qui n'est même pas sorti en France. Pas donc du tout. On retrouve toujours ces aventures de Denis Lavant, un peu étranges, voilà, ces grands écarts magnifiques. Et donc on va commencer tout de suite, puisqu'on a quand même un petit peu de pain sur la planche. Je précise qu'il y a 2 films qu'on a trouvés tardivement, donc qu'on va se réserver pour un épisode rattrapage. Ce ne sera que la 2e fois qu'on se retrouve avec des films qu'on découvre juste avant d'enregistrer. Voilà. Ça arrive. Ça arrive, je vous prie de nous excuser, c'est le cas de ce qui aurait dû être le premier film de cet épisode. C'est Nouvelle Vague Génération Bagnolet de Christophe Pasquet. On est en 2009 et du coup on va pas en parler plus puisqu'on va se le garder pour plus tard, pour un prochain épisode. Toujours donc en 2009, donc cette fois le premier film que l'on a pu voir, c'est un film, donc c'est un téléfilm produit par Arte qui s'appelle Taman Rasset et qui est réalisé par Merzak Alouache. Ah, voilà. Ça, c'est une autre marque de bière. Tu vas goûter, tu vas voir. Elle est pas mal. C'est toujours comme ça chez vous, l'ambiance, quand vous travaillez? Hein? Oh. Des fois, c'est plus cool. D'autres fois, la tension est là, mais on n'en sent presque pas. Aujourd'hui, ça a tout de suite éclaté. Elle va aller mieux. C'est comme ça que je travaille. Tiens, les filles, il faut leur mettre la pression, il faut les bousculer un peu. Tu sais, des fois, j'ai semblant de péter des plombs. Ouais, mais c'est du jeu, comme j'ai fait aujourd'hui. Ah, d'accord. Et comme ça, c'est comme ça que t'obtiens le meilleur, tu vois, elle a plus d'intensité. Il faut les aimer aussi, il faut bien les regarder. Et moi qui croyais que c'était à cause du désert. Je sais pas. Du coup, Merzak Alouache, c'est un cinéaste algérien, c'est un cinéaste assez important. Alors, je vais pas faire le gros connaisseur parce que je n'y connais pas grand-chose en cinéma algérien. Mais ce que je connais de Merzak Alouache, c'est plutôt la partie française de sa carrière, et notamment ce qui a surpris le monde entier, c'est-à-dire Chouchou, une comédie adaptée d'un sketch de Gad Elmaleh, avec donc Gad Elmaleh, au début des années 2000, donc c'est possible que ce soit le seul film que vous connaissiez de Merzak Alouache, mais il faut savoir que Merzak Alouache, c'est vraiment peut-être le grand cinéaste, presque intellectuel, ou de la cinéphilie algérienne, et donc du coup, en 2009, il réalise ce téléfilm avec Denis Lavant, avec une équipe franco-algérienne, et avec un casting qui est plein de surprises. Je vais vous donner quelques éléments un peu rigolos, parce que je suis allé regarder un petit peu qui joue dans ce film. Donc déjà, on a Hassan Benzerari. Donc Hassan Benzerari, c'est celui dans le film, je pense que tu vois, qui joue le guide. Ouais. Donc c'est le vieux monsieur. C'est un très grand acteur algérien qui a joué dans beaucoup de films de Merzak Alouache, qui a joué aussi dans d'autres films du cinéma algérien, dans du cinéma international. Et pour la petite anecdote qui n'intéressera probablement que moi et les gens qui étaient avec moi à cette séance, il a joué dans un film très important qui s'appelle Chronique des années de Braise, donc le grand film algérien épique de Mohamed Lakhdar Amina qui avait eu la Palme d'Or. Donc c'est son tout premier rôle quand il est jeune. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que Hassan Benzerari, il a des faux airs de Bernard Farcy, le commissaire dans Taxi. J'ai pas vu Taxi, j'en ai vu qu'un et j'en ai assez peu de souvenirs qui sont assez traumatisants. Mais je ne sais pas, j'avoue je peux pas répondre à ça, donc j'espère que les gens qui ont vu les deux, du coup, pourront Alors, je vous répondre. invite à comparer, mais du coup ce qui est étrange, c'est que quand on a découvert, donc à l'Arvor, on les salue, la copie restaurée de Chronique des années de Braise, avec des camarades, on s'était demandé est-ce qu'il n'y avait pas Bernard Farcy dans le film, tout jeune. En termes d'années, ça correspondrait. Mais on se disait, mais ce serait improbable, mais en même temps, il y avait un acteur qui lui ressemblait.
Et du coup, je me demande si ce n'était pas Hassan Benzerari, tout jeune, qui ressemblait déjà à Bernard Farcy jeune. Voilà, c'est la petite anecdote. On a du coup dans les seconds rôles Mohamed Nesrat, donc qui n'est pas acteur, mais qui est en fait assistant réalisateur sur des petits films. Gladiator de Ridley Scott et Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. C'est des petits films. Des films tournés dans la région du coup. Et on a dans le même genre Rabi El-Baki, qui lui non plus n'est pas acteur, mais qui était engagé pour repérer les décors pour Mission Cléopâtre. Oh. Donc c'est rigolo, on a quand même un petit monde du cinéma algérien, pas forcément que des acteurs qui participent à ce film. Donc je trouve ça assez rigolo. Dans le côté plus français, on a quand même Hélène Alexandridis. Alors Hélène Alexandridis, je vais juste donner son premier et son dernier rôle, ça donne une idée de la carrière. Son premier rôle, c'est dans Thérèse d'Alain Cavalier, et son dernier rôle, c'est la patronne de l'IGPN dans Dossier 137 de Dominique Moll. Donc voilà, pas n'importe qui non plus. On a évidemment Denis Lavant, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a Abdelhafid Metalsi, l'acteur de la série Shérif, série télé de France 2, mais aussi un acteur important du cinéma algérien. On a la romancière Leila Slimani, et on ne sait pas pourquoi. J'ai pas vérifié si elle avait déjà écrit des trucs, mais en tout cas elle n'était clairement pas connue autant qu'elle l'est aujourd'hui, avec tous les prix qu'elle a reçus. Et au montage du film, on a Youssef Tobni, qui est monteur sur Chroniques des années de Braise, donc vraiment pas n'importe qui, une palme d'or, sur West Indies de Medondo, et sur Prends 10 000 balles et Casse-toi. Donc voilà pour ce casting quand même assez surprenant, composé de plein de noms du cinéma français, algérien, pas forcément très identifiable au premier coup d'œil, mais qui montre peut-être la volonté de Merzak Alouache de réunir tout ce monde-là dans ce film. Et donc je vais juste donner les résumés du film avant de te donner la parole. Donc c'est un résumé que j'ai trouvé, parce que je l'ai vu il y a un moment, donc c'est plus simple de vous lire un résumé que j'ai trouvé sur internet. Parti réaliser une campagne de pub dans le Sahara algérien, une équipe française est témoin du trafic et du racisme dont sont victimes les clandestins. C'est un portrait sans complaisance d'un pays sous tension, avec Denis Lavant en photographe à fleur de peau. Donc du coup, voilà, on suit principalement Denis Lavant, qui est le photographe de cette publicité, une publicité photographique, qui est l'un de ceux peut-être les plus perturbés, même si c'est tout l'intérêt, c'est un peu un film choral, par les événements politiques qui se vivent en marge de leur aventure purement commerciale, on va dire. Voilà. Je te laisse commencer si tu veux, c'est des choses à dire sur ce film. Ouais, merci. Oui, donc c'est un film qui traite de sujets assez lourds, assez importants, mais justement dans une certaine simplicité, avec pas un dénuement de moyens, mais en tout cas des décors assez naturels, très simples sur place, et donc voilà, qui l'investit avec ces thèmes-là, donc l'immigration, le racisme, la xénophobie, le tout dans des décors très dénudés finalement, avec des personnages un peu perdus au milieu de ça, surtout les Français qui viennent là pour des considérations très matérialistes, très commerciales, et qui se retrouvent confrontés quelque part à la dureté du monde, j'ai envie de dire, et ça pourrait être fait de manière très, presque cliché, un peu mélodramatique, et là en fait c'est très terre à terre, je trouve, donc c'est ça que j'ai trouvé assez beau dans le film, il y a vraiment une situation très simple, voilà, il y a des personnes clandestines qui essaient de traverser le pays donc pour rejoindre l'Europe, et voilà, et donc on a le point de vue des personnages qui n'en savent rien ou alors qui sont très insouciants par rapport à ça et qui se retrouvent vraiment face à ça et qui ne peuvent pas l'ignorer, et donc comment chacun se débrouille plus ou moins avec sa conscience face à ça, et dont Denis Lavant qui pour une fois joue vraiment tout en retenue la plupart du temps, et qui devient vraiment bouleversé par ça au point de vouloir faire quelque chose en fait, ce qui est un élan de militantisme presque qui peut être commun à beaucoup de monde, d'être confronté à ça et de vouloir vraiment se jeter en avant et investir de sa personne pour aller contre ça quelque part. Et donc voilà, j'ai trouvé le film assez beau. C'est pas incroyable non plus, mais j'ai plutôt pas mal aimé, avec beaucoup de pics et de trucs vraiment qui sont adressés de manière très fine,
comme le fait que, par exemple, la publicité qu'ils vont tourner, donc c'est pour une marque d'Esquimaux, donc de glace à l'eau, et donc le propriétaire de la marque voulait une publicité où on verrait une femme blanche, une femme noire et une femme, entre guillemets, typée arabe, pour que ça fasse un truc vraiment très Benetton, ce qui était très à la mode dans les années 2000-2010. Et donc ça, c'est adressé de manière un peu ironique par Denis Lavant qui dit « Oh, les trois là, une noire, une blanche et une arabe, c'est pas un peu cucul à praline ?» Je crois qu'il le dit comme ça. Donc vraiment, quelque chose de... une petite critique voilà, de ce truc-là qui était en mode très inclusif, tout le monde est génial, on mélange toutes les couleurs, mais en fait qui est utilisé à des fins très mercantiles, et qui a beaucoup été critiqué d'ailleurs dans ces années-là. Et justement, donc pour continuer sur Denis Lavant, je trouve qu'il y a une scène dans ce film qui m'a fait me dire que peut-être il se moque de lui-même, parce qu'on le voit à un moment, donc... dans son rôle de photographe, photographier les filles en leur criant dessus, en étant « Oui, vas-y, fais cette pose-là, oh, c'est bien !» Donc dans un truc très exubérant, très exagéré, presque agressif, en fait, dans la manière de crier. Et après, il révèle, donc au guide, ils sont au café, et il lui révèle que c'est pour de faux, il fait ça pour le personnage, pour essayer de les encourager à faire mieux, à être un peu dynamique et tout ça. Et je me suis demandé si justement c'était pas un peu de l'autodérision sur ces quelques rôles passés où il était très dans la caricature de lui-même, du personnage exubérant, fou, presque la bave aux lèvres. Voilà, donc je me suis demandé si c'était une manière de à la fois désamorcer le côté exubérant mais faux du personnage, mais en même temps une manière de désamorcer le côté exubérant mais caricatural de l'acteur Denis Lavant. Voilà. Et j'ai aussi aimé que dans ce film, pour une fois, il a des relations amicales ou amoureuses relativement saines avec les femmes, ce qui fait du bien vu les films qu'on a vus. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vraiment un film que j'ai adoré découvrir. Je pense que c'est un très grand film politique. Alors malheureusement, il faut le dire, c'est un film qui est difficile à trouver, dont on n'a pu trouver qu'une copie très moche. Ouais. Donc c'est vrai que forcément ce qui reste c'est le propos, c'est les dialogues, mais je pense qu'il y a aussi un vrai travail visuel malgré les limites budgétaires d'un téléfilm tourné dans le désert. Donc il y a vraiment quelque chose, pour moi c'est un très grand film, et il faudrait que je puisse voir plus de films de Merzak Alwash. Et d'ailleurs pareil sur le fait que c'est un film difficile à trouver, on a dit que le film datait de 2009. Sur internet, on trouve tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'au niveau des dates, ça va de 2007 à 2011, ouais. En fonction des sites, donc c'est pas très évident de savoir quand est-ce qu'est sorti le film, quand est-ce qu'il a été diffusé à la télévision. Et non, je te rejoins sur le fait que Denis Lavant, il joue un personnage beaucoup plus humain, sans surjeu, qui est vraiment un corps, un regard, au milieu d'un espace où en fait il est empêché. Moi ça que je trouve très intéressant, c'est qu'il est un regard empêché tout le temps, il a un corps empêché, c'est super intéressant parce que Denis Lavant, on connaît son exubérance, on connaît son mouvement, et là il est bloqué dans un espace où on peut pas s'enfuir parce qu'il n'y a pas d'horizon, c'est le désert, on va lui voler ses appareils photo, donc son regard est empêché, sa capacité de témoigner, donc, en fait il est un étranger, mais il n'est pas le même étranger que les autres étrangers, ceux qui migrent vers l'Europe. Donc il se retrouve à être un touriste par défaut, ce qu'il ne veut pas être. Et donc c'est super intéressant comment tous les personnages, parce que effectivement il y a Denis Lavant, je trouve il est passionnant dans ce film, et tout le début, je trouve qu'il y a vraiment une volonté d'utiliser son corps pour incarner quelque chose. Au début du film, c'est des plans fixes de lui allongé dans sa chambre d'hôtel. Il est inactif, et il y a vraiment quelque chose, un plan fixe de Denis Lavant dans une chambre d'hôtel un peu miteux, plus une musique triste, j'ai noté, ça fait un effet. Clairement, ça marque tout de suite un film, c'est pas n'importe quel acteur. Mais vraiment, chaque personnage a sa position dans l'histoire, et du coup, tout devient ultra politique. Alors on pourrait dire que ça devient presque cliché, parce qu'il y a tellement de personnages, ils n'ont pas tous le temps d'avoir un développement. Ça peut presque devenir un film théorique,
et j'entendrai la critique, mais en même temps, je pense qu'il a vraiment beaucoup d'incarnation, et notamment par son casting très hétéroclite. C'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de le développer. Et en fait, il y a plein de propos. C'est l'ouverture de l'Algérie au début des années 2000, donc après les années noires, les années 90, donc c'est une ouverture au tourisme et à l'industrie, pas vraiment l'industrie, mais voilà, là, pour le coup, aux publicités, et on voit bien toute la concurrence qui se joue avec les autres pays, où justement le guide leur dit, mais non, n'allez pas, je crois, au Maroc, parce que ça vous aurait coûté beaucoup plus cher, et puis c'est pas le vrai Sahara, là c'est le vrai Sahara, celui d'Algérie, et il y a tout un truc entre les Algériens du Nord, les Algériens du Sud, il y a des policiers, dont un qui vient du Nord, qui est beaucoup plus brutal, dont on comprend par sous-texte qu'il a vécu ces années sombres du nord de l'Algérie, la répression, les violences, et que du coup il est un acteur, pas un héritier, vraiment un acteur de cette violence-là, et qui se confronte au guide qui lui revient de France, il le traite d'Arki, et ce personnage-là qui revendique de toucher les allocs alors qu'il a quitté la France. Enfin, il y a plein de choses, c'est un film qui est super riche, et oui, qui je trouve mériterait vraiment d'être vu, d'être étudié, d'être analysé, avec notamment toute sa fin, alors sans spoiler, mais où Denis Lavant prend les photos qu'il a envie de prendre, et en fait la manière dont c'est filmé, je trouve, met l'accent sur le flash, qui est censé éclairer, donc mettre la lumière, mais qui en fait là aveugle. Il aveugle les gens qu'il est censé éclairer, et il n'éclaire pas, enfin, ceux qu'il est censé prendre en photo, il les aveugle, et il n'éclaire personne au final, puisque bon, il y a toute la fin du film. La fin est ironique, du coup. Voilà, très ironique. Ouais. Et donc pour moi, ça, c'est ce flash qui montre qu'il n'y a pas de vérité possible. Il n'y a pas une vérité qu'on peut venir chercher depuis l'Europe, et il n'y a finalement pas grand monde qui va être intéressé, ni en Algérie, ni en Europe. C'est vraiment cette idée d'un sujet qui désintéresse. Et donc je trouve que c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là, et sur un film qui se termine, si on enlève la surfin parisienne, par quelque chose de très westernien. Vraiment, Denis Lavant qui s'en va dans le Sahara, enfin... Donc il y a vraiment plein de choses vraiment belles. Ouais, c'est un peu une fin sans fin finalement, qui montre que il est là dans le désert, mais au fond il va nulle part, et derrière il y a la surfin, donc à Paris, qui n'est pas vraiment une fin non plus, donc indiquant que le problème est toujours présent, donc il n'a pas été réglé, et d'une autre manière, il n'y a pas d'issue possible parce que personne s'y intéresse, parce que c'est des gens qui sont dans une zone de non-existence presque, en fait. Et même le flash, au lieu de les mettre en lumière, les aveugle, et comme sur la photo finale, ils se couvrent le visage des mains, on ne les voit pas non plus, finalement. Donc c'est paradoxal, quoi. Oui, tout à fait. Tu dis, les personnages, enfin, ils peuvent pas être là où ils n'ont pas l'espace. Pour moi, tout le film, il traite de la frontière, en fait. C'est que des personnages qui sont dans des frontières. Quelles sont les frontières de l'Algérie contemporaine, entre le nord et le sud? Quelle est la frontière entre la France et l'Algérie? Entre, justement, ces personnages qui naviguent au-dessus des frontières. Ce personnage de Leïla Slimani, donc, qui est kurde en France, qui arrive en Algérie. Enfin, voilà, c'est que des personnages qui sont empêchés réellement d'exister dans un territoire qui a été détruit, et qui a été heurté par ces années 90, qui sont jamais dites, en fait, les mots sont jamais prononcés, et pourtant tout est présent dans le film. C'est vraiment un western, en fait, t'as raison. C'est toutes les thématiques du territoire blessé, des gens traumatisés et puis des étrangers qui arrivent ne connaissant pas la terre, ni les gens. C'est complètement ça, en fait. Donc non, je trouve que c'est un film vraiment très riche, que j'espère qu'on pourra voir un jour dans une bonne copie. J'espère que plus de gens pourront le voir. Et je vais juste terminer sur deux choses. Déjà, une réplique qui, moi, m'a beaucoup plu, que je trouve très très riche. C'est justement le personnage du guide, à un moment, qui dit « C'est ça l'Afrique, c'est le destin, Dieu est grand ». Et en fait, il y a juste assez d'espace entre les trois items de sa phrase pour ne pas savoir si ce sont des points ou des virgules. Est-ce qu'il y a un effet de cohérence entre ces trois éléments? Est-ce que l'un amène l'autre?
Est-ce que du coup l'Afrique c'est le territoire de Dieu? Est-ce que l'Afrique c'est le territoire du destin? Est-ce que c'est trois choses qui sont dites comme des constats qui le dépassent? Et voilà, il y a cette idée de... Ouais. on n'a pas tout ce qui est entre les lignes, entre les mots, dans un film qui est vraiment superbement écrit. Pour un téléfilm, c'est vraiment assez incroyable. Et la dernière chose, c'est... je vais parler un peu de la musique, qui est une musique de René-Marc Bini, qui est connu sous le pseudonyme de Quichotte, et qui a entre autres composé les musiques des Nuits Fauves de Cyril Collard et de Grosse Fatigue de Michel Blanc. Et je trouve la musique très très belle. Voilà, je trouve qu'elle l'accompagne tout en subtilité, ce film qui est déjà tout en subtilité. Et donc je trouve qu'elle amène beaucoup de richesse, beaucoup de tendresse, elle enveloppe vraiment. Enfin, c'est une très très belle musique, pareil, pour un téléfilm. Je sais pas que c'est surprenant, il y a de très très beaux téléfilms, mais voilà, ça a été, en tout cas le film a été une surprise pour moi à plein de niveaux. Et donc du coup, après ce téléfilm qui nous a bien convaincus, on continue à la télévision, cette fois avec un premier épisode d'une série de téléfilms, donc on est entre le pilote, le téléfilm, tout ça. C'est le premier film de la série de téléfilms Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, diffusé sur France 2 en 2009. Une lettre, commissaire. Ah. Merci, Ménard. Signé ABC. J'en étais sûr. Ah, y a aucun doute. Même usure des marteaux, les E et les O sont entamés de la même manière. Le papier utilisé est le même. Quant à la syntaxe... Elle est la même. Merci, Lampion. Vous avez vu? Il est gonflé quand même, hein. Votre prochaine victime. Remarquez, si on trouve un nouveau cadavre, c'est sûr que la presse vous loupera pas, hein. Vous avez lu L'Intransigeant? Paris Soir? Donc du coup, ce premier épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie, donc déjà Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, qu'est-ce que c'est? C'était une série, ou c'est toujours, je ne sais plus, qui cherchait à adapter des nouvelles d'Agatha Christie dans un contexte français, historique, avec toujours un duo d'inspecteurs, et toujours dans des téléfilms. Donc ça a débuté en 2009, à la suite déjà d'un premier téléfilm avec les mêmes personnages qui avait bien marché, et donc a donné cette envie de construire comme ça une série. Et donc il y a eu 3 saisons avec Antoine Duléry et Marius Colucci, qui se passaient dans les années 20, il me semble, dans le nord de la France, ou nord-ouest, par là, je ne sais plus exactement. Et donc c'est le tout premier épisode, le tout premier téléfilm, où apparaît Denis Lavant, qui s'appelle Les Meurtres ABC, adapté d'une nouvelle d'Agatha Christie qui s'appelle ABC contre Poirot, qui est sorti en 1936, et qui a été déjà un très grand succès à l'époque, avec 5 300 000 téléspectateurs. Donc c'est vrai que ça change des précédentes œuvres où on a pu voir Denis Lavant, qui étaient vraiment des choses parfois très marginales. Là, on est sur un gros succès populaire. Et voilà, moi c'est une série que j'aimais déjà beaucoup quand elle passait à l'époque, en tout cas avec ce premier casting. J'ai pas vraiment suivi après, une fois les changements d'époque, d'ambiance et de casting. Et il me semble pas que j'avais déjà vu ce premier épisode. J'étais très heureux de le découvrir, de me replonger dans cette série. Et voilà, je vais commencer, je pense. J'ai déjà résumé rapidement l'intrigue. Donc on suit deux enquêteurs, donc Larosière, c'est ça, et Lampion. Donc Larosière étant joué par Antoine Duléry, un homme un peu plus âgé, un peu Sherlock Holmesien, on va dire. Très gouailleur. Voilà, très gouailleur, en même temps très intellectuel, qui se fie à son intuition, à son instinct, son sens de détective. Et Lampion, un homme plus jeune, peut-être parfois un peu plus branché sur les méthodes modernes, on va dire, même si on est dans les années 20 de la police scientifique, et qui essaye d'apprendre aux côtés de Larosière, tout en ne comprenant pas toujours, et servant parfois de Watson, en fait, de personnages qu'on rabroue, pour, ça se dit, rabrouer, oui. qu'on rabroue pour pouvoir faire avancer le dialogue et l'enquête. Et donc du coup, dans ce premier épisode, il y a un tueur en série, on peut le dire comme ça, en tout cas avec les termes d'aujourd'hui, qui commet des crimes, des meurtres, dont on ne voit pas le lien entre eux, et à chaque fois, il y a
Il le fait dans l'ordre de l'alphabet, en fait. Oui, mais ça, il met du temps à s'en rendre compte. Mais en Oui. tout cas, il laisse C'est vrai, un indice. un indice qui est un livret des horaires je sais plus, c'est le tram, Le le bus, voilà, des bus ABC. Et donc, du coup, là, il dépose sur les corps ces petits papiers, mais ça perturbe l'enquêteur qui ne comprend pas quel est le lien entre les victimes, quelle est la revendication, à une époque où, effectivement, la notion de tueur en série n'existe pas vraiment. Et donc, en même temps, on suit donc, le personnage de Denis Lavant, qui joue Un ancien soldat de la Première ça. Guerre mondiale. Une gueule cassée, un ancien soldat de la guerre, qui donc a du mal à retrouver une situation dans la société, qui souffre visiblement de fortes migraines, de problèmes potentiellement psychiatriques et physiques suite à sa blessure, et qui a un petit emploi de vendeur itinérant de collants, pas de sous-vêtements, de collants. Et donc dès le début, en fait, on le voit commettre le crime. En tout cas, on va le voir donc sortir de chez lui et aller jusqu'à la victime et tuer sa victime. Dans un état qui semble un petit peu second. Voilà, Oui. Et donc là, on est vraiment sur un personnage qui sied très bien à Denis Lavant, c'est-à-dire une espèce de personnage déstabilisé, un peu fou, un peu perdu. Et je trouve que la réalisation du film utilise vraiment vachement bien le corps et le visage de Denis Lavant. Je sais pas si t'as fait ces remarques-là, mais dès le début, je trouve que on voit donc Denis Lavant, c'est le premier personnage qui apparaît dans l'épisode avant les enquêteurs, et on ne l'entend pas. En fait, on ne l'entend pas avant 13 minutes. On a quand même un long moment, alors bon, il y a le générique, mais un long moment où on le voit errer dans la rue, on le voit perdu, il ne dit rien, et vraiment, c'est des gros plans sur le visage de Denis Lavant, qui est montré comme ce personnage étrange, mais en même temps dont on peut avoir pitié, parce qu'il a l'air d'être assez mal, en même temps il fait peur, et on a toujours les contre-champs de la foule qui l'isole en fait dans la société, où, comme j'ai noté, c'est un étrange étranger, il est toujours un peu cet élément perturbateur, qui est, en plus c'est le témoignage de la Première Guerre mondiale, qu'on essaye d'effacer à ce moment-là, donc il y a plein de choses comme ça, et voilà, je trouve ça très riche la manière dont, ce que Denis Lavant apporte à son personnage au moment où il voit sa première victime, son visage s'ouvre d'une certaine manière, c'est pas du tout radiophonique, mais j'essaie de le décrire. Il y a un espèce de sourire et s'ouvre, mais de manière cassée, de manière un petit peu bloquée, où il y a quelque chose d'assez incomplet dans son visage. Et donc je trouve ça assez bluffant, et ça là vraiment je suis content de faire cette intégrale de Denis Lavant, je suis content d'explorer cet acteur, et là je me dis oui, c'est pour ça que je l'aime, quoi, c'est pour donner ce genre d'interprétation. Voilà, sinon après je vais pas rentrer dans tout le détail parce que c'est une intrigue policière, il faut essayer de spoiler le moins possible tous les retournements, mais ce que je peux dire c'est que j'ai été surpris, j'ai des bons souvenirs de la série, mais j'ai trouvé vraiment ça super bien. En termes de scénario, je trouve qu'il y a une qualité des twists, une qualité de la construction à la fois entre l'itinéraire du meurtrier Denis Lavant et des deux enquêteurs, et tous les développements, tous les twists, il y a vraiment quelque chose, il faut faire rentrer ça dans, 1h30 de mémoire. Ouais, c'est ça. Je trouve ça super riche, et visuellement aussi, je trouve ça super riche, où il y a des idées de mise en scène qui sont assez dingos. Notamment, il y a une séquence dans les toilettes où donc il y a une espèce de confrontation entre Denis Lavant et l'inspecteur qui ne savent pas encore, plus ou moins qui se courent après. Et parce que l'un ignore l'identité de Denis Lavant et l'autre ignore presque sa propre identité, on va dire, de meurtrier. Et je trouve c'est une super scène de tension, en même temps un peu drôle, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance du film, que j'ai trouvé très simnonienne, paradoxalement. Si on adapte à Agatha Christie, mais pour moi on était vraiment dans Simnon, le petit village français du Nord, l'ambiance pesante, le soupçon permanent, enfin on est vraiment dans Le Chien Jaune ou dans Monsieur Hir, quoi. Donc je trouve ça assez rigolo, ça me fait assez plaisir, notamment parce que j'ai vu des adaptations de Simnon récemment, et qui n'étaient pas non plus incroyables.
Et donc j'étais assez content là de retrouver cette ambiance, donc ça m'a bien parlé. Et voilà, après je vais pas forcément parler mille ans de l'épisode, mais j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à le regarder. Juste de noter 2-3 petits trucs. Déjà, le scénariste, c'est Jean-Louis Gaget, qui donc déjà a travaillé avec Onteniente, mais aussi avec Solveig Anspache, et sur Zai 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 avec Jean-Paul Rouve. Je voulais absolument refaire un lien avec Jean-Paul Rouve. Et avec Jean-Teddy Philippe, donc une carrière passionnante mais improbable. Et donc du coup sur cet épisode de grande qualité, on a dans la tenancière la patronne de la maison où vit Denis Lavant, on a l'actrice Anne Benoît que j'aime beaucoup, et en chef-op on a Denis Rouden. Est-ce que tu te souviens de Denis Rouden ? Pas du tout. On l'a déjà croisé, mais dans une ambiance très différente. Si je te dis du blanc. Du blanc ? C'était le chef-op de Promenons-nous dans les bois. Ah bon ? Et oui. Oh waouh ! Qui était tout débutant et qui nous avait fait cette scène au blanc laiteux assez improbable. Oui. Et dont on avait dit à l'époque que c'était très rigolo parce que donc il commençait là dans ce film très baroque. Après Denis Rouden, ça devient l'un des chefs-op attitrés de la comédie française la plus populaire et pas toujours la plus visuelle, on va dire. Notamment les Christian Clavier et les Didier Bourdon. Et donc voilà, on le retrouve là. Donc est-ce qu'ils se sont rappelés tous les deux, Denis Lavant et Denis Rouden, sur le plateau ? Ah, tu te souviens de ce petit film un peu bizarre qu'on a fait il y a une dizaine d'années maintenant ? Je ne sais pas, mais ça m'a fait bien rire. Voilà. Tu as les mêmes retours, Clémence, sur cet épisode des petits meurtres ? Eh bien, clairement, je n'ai pas fait autant de recherches. Je suis globalement d'accord, hein, même si la plupart des réflexions que tu t'es faites, je me les suis pas vraiment faites. Moi, j'ai juste... on va dire que j'ai vraiment pris du plaisir devant cet épisode, ce petit film, comme je prends du plaisir devant Columbo. À savoir que pour moi, une enquête policière, c'est très sérieux. Et j'aime beaucoup les enquêtes, j'aime beaucoup Agatha Christie, Sherlock Holmes. Et donc pour moi, en fait, je me suis vraiment concentrée sur l'enquête, en fait, en regardant ce film. Donc toutes les remarques visuelles et tout ça, bon, voilà. Je les ai laissées un peu de côté pour ce film-là. Pas parce que je le méprise ou quoi, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans les séries d'enquête comme ça, c'est avant tout l'enquête et le déroulé de l'histoire. Et surtout les personnages. Ce qui fait que, du coup, Denis Lavant, je trouve, c'est un super personnage, effectivement. Extrêmement pathétique. Au point où on se demande, mais vraiment, c'est bizarre que ce soit le meurtrier, quand même. Et en même temps, il a tout du meurtrier, la gueule, le profil, tout ça. Et en même temps, il est tellement pathétique, on est triste pour lui. C'est un personnage très ambigu, et malgré son côté vraiment, vraiment très triste, quoi, il arrive à maintenir cette ambiguïté jusqu'à très loin, hein, dans le téléfilm. Voilà, et moi je note juste qu'il rejoue un soldat de la première guerre comme dans un long dimanche de fiançailles. Voilà, c'est rigolo, même si le rôle est pas du tout le même. On peut peut-être imaginer que c'est un peu la suite de Un long dimanche de fiançailles où il a échappé à la mort et tout, et du coup il est allé s'enterrer on est dans le nord de la France, c'est ça ? Il est allé dans le nord de la France, essayer de refaire sa vie, donc moi ça m'amuse de faire des liens comme ça. Ensuite, j'ai trouvé l'enquête peut-être un petit peu confuse à un moment, avec pas mal d'histoires de famille, de trucs non dits, de ficelles un peu emmêlées, tout ça, mais ça se démêle de manière très gracieuse à la fin, donc je peux pardonner. Et j'ai vraiment, vraiment adoré le duo d'enquêteurs, vraiment, je suis tombée amoureuse d'eux. Et tu faisais le rapprochement avec Sherlock et Watson. Je serais pas entièrement d'accord, j'avoue. Je les trouve vraiment originaux dans le sens où l'enquêteur principal, donc Larosière, est quelqu'un de certes très imbu de lui-même comme Sherlock Holmes, mais il est pas vraiment asocial ou quoi que ce soit. Au contraire, il se meut dans la société de manière très, très gracieuse. Il est très séducteur, très charmeur, il est très à l'aise, il est très sûr de lui. Alors que donc l'autre est loin d'être un soldat
assaisonné comme Watson. Watson qui est très capable et qui certes est en admiration devant Sherlock, mais il est loin d'être inférieur à lui. Ils ont leurs forces et leurs faiblesses et du coup, ils s'équilibrent. Là, on a vraiment une relation d'ascendance avec l'enquêteur plus âgé, très charmeur et voilà, qui, comme tu dis, qui rabroue son assistant, qui est un jeune type très naïf, très mimi, vraiment il est attachant comme tout. Et en même temps, tu te dis, vas-y, fais ton enquête, j'ai envie de l'encourager, quoi. Et les deux ensemble, c'est génial, parce que t'as vraiment l'un qui est en admiration devant l'autre, mais qui quand même essaye de faire des trucs pour faire ses preuves, et l'autre qui avance comme ça, très sûr de lui, mais qui a quand même besoin de son assistant, voilà, pour faire des trucs. Voilà, donc c'est vraiment un duo hyper cool que j'ai beaucoup aimé suivre. Ça m'a donné envie de voir la suite, du coup. Oui, parce que toi, tu n'avais jamais vu la série. Jamais. J'avais toujours eu envie de la voir parce que j'adore les trucs policiers un peu bling bling comme ça, mais j'avais jamais regardé. Et là, du coup, ça me donne envie de voir la suite. Mais du coup, je fais un rajout sur cette comparaison avec Sherlock Holmes. Je suis entièrement d'accord avec toi sur la différence. En fait, je voulais juste parler du fait que c'est un duo avec ce déséquilibre-là, oui, qui permet de créer en fait du dialogue, parce que il faut verbaliser une enquête. Bah oui, bien sûr. Et donc j'ai fait la comparaison avec Sherlock Holmes parce que c'est l'image qu'on a la plus connue, mais cette idée de double enquêteur avec celui qui sait, celui qui ne sait pas, comme ça celui qui ne sait pas pose à celui qui sait les questions que le lecteur se pose, oui, pour que celui qui sait nous verbalise oui. l'enquête. C'est quelque chose qui existait avant Conan Doyle, c'était déjà chez Poe. Oui. Ça vient, il me semble que ça vient d'Edgar Allan Poe. Mais c'est même visible ça chez... existe dans plein d'autres trucs, donc ce n'est pas pour dire ils ont pris Sherlock Holmes. Ah non, bien sûr. Pour dire, voilà, on est dans cette logique-là de duo qui est finalement pas celle d'Agatha Christie, qui oui. elle présente toujours quelqu'un de seul. Alors justement, non, c'est... oui, la plupart du temps, effectivement, il y a aussi un duo chez Agatha Christie, c'est Hercule Poirot et le capitaine Hastings. Hastings, qui est un peu tout le temps perdu aussi, et qui demande toujours « Mais comment avez-vous fait, Poirot ?» Et bon, en fait, moi, ça m'a un peu rappelé ça. Je sais pas trop de... Mais s'ils se sont inspirés de ce duo-là chez Agatha Christie, mais bon, bref. Mais oui, évidemment, je suis d'accord, c'est juste que ta remarque sur Sherlock Holmes me permettait de rebondir un petit peu. Non, tout à fait. Non, c'était pour dire que j'étais d'accord avec toi aussi. Eh bah super, on est tous d'accord. On retrouve aussi dans le Chien jaune de Maigret. Ah bah voilà. Enfin, de Simon. D'où le lien avec... Maigret, où il y a Maigret, pas vieux, on est au début de Maigret, mais en tout cas le sachant, l'original, et il y a un jeune inspecteur, alors je peux pas encore le livre, mais en tout cas dans le film il y a ça. Okay. Mais je crois qu'il y a ça dans le livre aussi. Oui, tout à fait. Oui, alors je voulais rajouter juste un mot sur l'adaptation, le fait qu'on transpose tout ça en France. Je trouve que ça marche très bien aussi, avec... pour le coup, on assume vraiment qu'on est en France avec cette histoire, parce que A, B, C, et on prend des noms de communes très bien françaises, genre Blangy, et je sais plus les autres, mais voilà, on est vraiment en France, quoi, et on n'est pas à Paris ou quoi, on est vraiment dans les villages français, post-Première Guerre mondiale, et du coup, c'est plutôt chouette de voir ces décors-là. Non, mais tu parlais des personnages, moi j'avais complètement oublié, alors pourtant je regardais la série à l'époque, que Lampion était homosexuel. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Et j'en ai parlé avec ma mère, avec qui on regardait la série à l'époque, elle ne s'en souvenait pas non plus. C'est peut-être pas si appuyé donc, que ça. En tout cas, dans cet épisode-là, c'est très évident. Ah oui, bien sûr. C'est très clair. Oui. Après, peut-être que ça revient moins sur les 3 saisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, ça m'a donné envie de me replonger aussi dans cette... Dans cette série. Oui, c'est vrai que c'est très chouette. Et moi, ça me ramène encore à Sherlock et Watson, du coup, qui sont... Oui. Enfin, voilà, quoi. Il y a beaucoup de théories, même de gens très sérieux, qui disent que c'est complètement un fonctionnement de couple. Mais bon, là c'est pas vraiment le cas, vu que le plus âgé est un homme à femme. Voilà, on reste en France, on va pas mettre des homosexuels en prime time, voilà, quoi. Un petit peu, quand même. Et mais il y avait autre chose, je pensais que tu allais en parler, c'est pour ça que je l'ai pas dit, mais il y a une séquence où Denis Lavant, son personnage est perdu dans la rue, et qui est filmé avec une snorri-cam. Oui, je pensais que t'allais en parler aussi, justement. Et je vais te laisser des petits trucs, mais moi ça m'a fait plaisir, ça m'a vraiment surpris. On est quand même sur un truc de la télévision française, on sort, quand même c'est une certaine artillerie, la snorri-cam, donc pour ceux qui savent pas, c'est une caméra qui est accrochée au corps de l'acteur,
et qui filme son visage, et qui du coup transmet tous les mouvements du corps de l'acteur. Donc ça donne ce côté très instable on filme le visage d'un acteur, et quand il court, ça vibre, ça bouge, c'est très instable, et donc c'est souvent utilisé justement pour montrer l'instabilité d'un personnage, pour nous faire ressentir sa perte de repère, et c'est quand même quelque chose d'assez peu utilisé. C'est vraiment pas quelque chose qu'on sort tous les jours, pas quelque chose qu'on crée tous les jours, c'est vraiment un outil qu'on voit très peu, parce qu'effectivement ça donne quelque chose de très tremblant, et non, là c'est vraiment ça qu'ils ont sorti. Donc il y a vraiment des ambitions visuelles et narratives dans cette série, et du coup c'est pas anodin qu'elle ait eu un tel succès, qu'elle ait vraiment marqué la télévision française, parce que, bah oui, puis tu l'as dit, la reconstitution de décors et d'une époque, enfin il y a plein de choses, il y a plein d'idées, et non, vraiment, c'est un bon pif de Denis Lavant, d'être allé, on sait pas comment ça s'est fait, mais d'être allé participer à ce début de série de téléfilms qui, à l'époque, personne ne pouvait deviner le succès que ça aurait après. Tout à fait. J'ai rien à rajouter. Voilà. Va-t-on continuer sur le prochain film avec le même enthousiasme? C'est le seul film de cinéma de cette sélection. C'est Pua Tonu Kyusamine, ou en anglais The Temptations of Saint Tony, traduit en français, mais le film n'a jamais eu de titre. En français, Les Tentations de Saint Tony, ou Saint Antoine, j'imagine. Je ne sais pas. Donc un film estonien de Veikko Ounpu. Bienvenue. Je me permets de me présenter, je suis le comte Dionysos de Korzybski. Mais ce soir, pour vous, je serai Monsieur 12. Et sans autre préambule, je vais tout de suite vous présenter l'homme qui a parcouru des mondes innombrables. Celui dont le sang joint les 7 continents et lui-même a plus de 7000 ans. Alors, sur ce film, en tout cas pour moi, ça va aller très vite, puisque j'ai regardé les 10 premières minutes et que j'ai vraiment fait un refus d'obstacle complet, à tort ou à raison. Je vais juste donner un résumé que j'ai traduit de l'espagnol, que j'ai trouvé sur internet, puisque il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce film, et je sais pas pourquoi il y en a en espagnol. Un cadre moyen qui développe une aversion pour la gentillesse se retrouve confronté au mystère de la quarantaine et de la moralité, alors qu'il perd pied avec ce qui était autrefois sa vie paisible. Et donc le film est filmé avec un noir et blanc, en tout cas c'est de la pellicule très clairement, un noir et blanc très années 70, avec des plans fixes, en tout cas au début, sur une procession qui traverse une grande plaine. C'est un lent plan fixe très stylisé. Donc on est vraiment dans le cinéma d'auteur affiché, et quelque chose entre Albert Serra et puis pour certains moments David Lynch, on va dire. Voilà, peut-être Roy Anderson, en tout cas pour le tout début. Après moi je suis pas allé très loin, et puis voilà, et puis beaucoup de personnages qui parlent, évidemment. Moi j'ai vraiment abandonné très vite, donc je n'ai rien à dire sur ce film, à part ça ne m'intéresse nullement. Ce n'est pas pour moi, je n'ai pas envie de voir ça, donc je l'ai très vite compris. Je sais que tu as un peu plus de choses à dire, je reprendrai peut-être un peu la parole au moment de parler de Denis Lavant, parce que je suis allé regarder, en tout cas une des séquences où il apparaît. Et voilà, mais je te laisse la parole sur ce film estonien. Alors, merci. De rien. Alors, pour être parfaitement honnête, j'ai regardé le début aussi, et après j'ai regardé un peu par séquence en zappant dedans, sachant que les séquences sont très longues et les plans aussi, du coup j'ai vu pas mal d'images du film. Je suis ravie d'avoir le résumé, hein, parce que du coup j'avais pas compris. Moi j'étais partie dans des trucs... les 2 premiers mots que j'ai notés, c'est expérimental, point d'interrogation, noir et blanc. Clairement, oui, ça veut raconter des trucs, quoi. Les déambulations d'un gars qui a tout le temps l'air un peu perdu dans des endroits glauques, c'est... Bon, voilà, ça veut raconter des trucs, hein, en mode très David Lynch, comme tu l'as dit.
Moi, j'ai pas trop compris, voilà. Pour moi, c'était très... un peu glauque pour rien, et très 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 obscur pour rien. Mais j'ai quand même quelques problèmes que je souhaiterais développer malgré tout. Déjà, un truc positif, il y a des plans très jolis, la composition est très étudiée, mais il se passe pas grand-chose derrière. C'est très très vide, en fait. Malgré l'esthétique très travaillée du film, s'il y a juste une esthétique et que derrière c'est très obscur, que ça tombe des mains et que... disons que le sens n'est pas vraiment trouvable, l'esthétique ne sert à rien, en fait. Donc déjà, c'est dommage. Et ça m'a rappelé, en fait, un autre film qu'on avait vu dans cette sélection, c'était Tuvalu. Même si... Alors, on pourrait se dire que les deux n'ont pas grand-chose à voir, mais en fait, c'est ce qui m'a fait faire le rapprochement, c'est le fait que les deux utilisent une esthétique très marquante, mais avec un fond assez vide, finalement. Là où Tuvalu joue sur l'humour slapstick des années 20 un petit peu, Saint-Tony, c'est plutôt sur le surréalisme et un peu l'esthétique des films d'Europe de l'Est d'après-guerre, j'ai trouvé, dans des décors très dépouillés, un truc qui est très, très lourd, en fait, très pesant dans les décors et dans les personnages assez éteints, en fait. Moi, je me suis même demandé à un moment si on n'était pas quelque part dans la comédie. Oui, bah, tout à fait, cette comédie géorgienne de situations très, très pesantes, à la limite de l'intellectuel. Et après, je me dis, pas sûr, en tout cas pas au sens de ce qu'est la comédie, quelque chose de peut-être plus cynique que drôle. Alors sur des sites que j'ai vus, il est noté comme comédie noire, mais bon, c'est vraiment, je l'ai vu une fois, donc je suis pas sûre que ce soit officiel. Mais en tout cas, c'est l'autre rapprochement que je peux faire avec Tuvalu, c'est l'environnement qui paraît presque post-apocalyptique, avec des gravats un peu partout, des paysages très désolés, des bâtiments très vétustes, qui semblent avoir connu la guerre, hein, justement, mais qui est juste un décor, en fait, pour moi, dans les deux films. Hein. C'est jamais vraiment évoqué, les personnages vivent dans des environnements très insalubres, ils marchent sur des gravats pour rejoindre des maisons très luxueuses et ils vont dans des clubs mais qui sont tout délabrés, défoncés et tout ça. Et il n'y a pas vraiment de contexte. Et on pourrait dire il n'y a pas trop besoin de contexte, faut se laisser porter par le surréalisme de la chose et tout ça, mais bon, j'ai quand même besoin d'une espèce de trame narrative et pas juste d'un personnage un peu perdu dans des paysages très concrets. Si c'était quelque chose de plus onirique, j'aurais à la limite compris. Mais la seule séquence onirique, elle arrive vers la fin, et je l'ai pas trop comprise non plus. Voilà. Et donc pour moi, ça m'a un peu posé problème. Ça m'a aussi fait penser à du Ingmar Bergman, dans une esthétique dépouillée et une ambiance très austère. Mais là encore, Bergman a des choses à raconter sur la société, sur les gens, les personnages. Il y a de la profondeur, de la substance, il y a de l'émotion même. Et là, effectivement, j'ai l'impression de suivre un personnage qui est perdu, un peu la victime de tout le monde, mais en même temps qui est un peu sadique et un peu une merde aussi, quoi. J'ai du mal à savoir ce que ça veut dire, à part il est dans la quarantaine et c'est un cadre, il en a marre de la vie normale et policée, quoi. Ce qui est vraiment un discours, mais oh là là, quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire autant pour dire ça, voilà. Et enfin, donc, sur Denis Lavant, parce qu'il est dans ce film, hein, on ne sait pas pourquoi, mais il est là. On ne sait pas, juste pour nous embêter, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, ouais, c'est juste pour nous. Alors, la première fois qu'il apparaît, il fait un spectacle un peu en mode Chaplin, justement dans un club visiblement un peu clandestin, un peu en ruine, un peu bizarre. Tout ça, et il fait donc un genre de présentation en dansant sur scène, une présentation du grand patron du club, visiblement, et tout ça en français, hein, du coup, donc RIP les spectateurs estoniens, du coup. Voilà, et donc c'est ça, c'est un peu... On le revoit vite fait dans deux autres scènes après, et moi, de ce que j'ai cerné de son personnage, ça a l'air d'être une espèce de clown fou qui sert de bras droit au grand patron mafieux, un peu occulte, quoi, voilà. Et donc il joue le mec fou qui se perche sur des choses et qui fait des mouvements avec son corps. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non, on est vraiment sur le Denis Lavant des pires moments, c'est-à-dire se retrouve dans un film étranger qui n'a rien à jouer, à part l'étrangeté, mais donc du coup il joue une caricature de lui-même, dans une langue qui n'est pas celle du réal, donc du coup clairement
même si Denis Lavant est un acteur très talentueux, c'est pas pour rien qu'on fait l'intégrale, des fois on dit du mal, mais on en dit aussi beaucoup de bien. Des fois c'est bien quand il est dirigé. Et là non, il est pas dirigé, parce que là il joue en français, un texte un peu pourri, et puis voilà quoi, il le surjoue de fou, et je pense que c'est ce qu'on attend de lui quoi, ça peut être un peu charmant, moi j'aime bien ce Denis Lavant là, mais là ça ne raconte rien, c'est vraiment juste, tiens regardez, c'est un token cinéphile quoi, voilà, Ouais, c'est ça. J'ai mis Denis Lavant parce que c'est Denis Lavant, et ça ne raconte rien, et je pense comme tout le film ne raconte rien quoi, Tout à fait. ça rejoint ce que je disais sur quelque chose peut-être plus cynique que comique, quelque chose de très qui se regarde filmé, de très pseudo-intellectuel, de très Albert Serra, Ouais. C'est pas pour rien que je l'ai Qui cité. filme la violence contre les femmes comme un truc un peu subversif aussi, c'est... Bon, voilà, je pense que c'est un commentaire ou une critique, mais c'est très glauque et très vide finalement, donc c'est dommage. Et bon, de très David Lynch aussi, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Où on demande David Lynch. On va couper. Hein. Non. Il faut qu'ils entendent la vérité. Mais voilà, donc non, pour ça, moi, j'ai vu ça ne m'a pas intéressé du tout. Mais tu seras heureuse de savoir que le film a représenté l'Estonie aux Oscars. Ah, super. On devait être super heureux J'avoue. de recevoir ça. Voilà, étonnamment, ils ne l'ont pas reçu. Ouais, bizarre. Je crois qu'ils n'ont évidemment Bizarre. même pas été nominés. Ah, et sinon, j'aimerais énoncer une suite de mots en rapport avec le film, vous allez comprendre. Patinoire, cannibalisme, homard, maison, échangisme. Voilà. Ça fait rêver, je suis Totalement. bien content de ne pas avoir regardé ça. Et donc, toujours en 2009, année particulièrement chargée pour notre Denis Lavant, on a un court-métrage que l'on n'a pas pu voir, là vraiment toujours pas. Il s'appelle Les Cowboys n'ont pas peur de mourir, co-réalisé par Anne-Laure Daffy et Léo Marchand. Alors le film est semble-t-il trouvable sur des médiathèques numériques régionales, donc je crois la Bourgogne et je ne sais plus laquelle. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez moyen de voir ce film et de nous l'envoyer, parce qu'on est toujours curieux, mais nous on n'a pas eu accès. Donc du coup, je vais lire un peu un texte que j'ai trouvé à propos du film. Aborder une mort lente et douloureuse n'est jamais chose aisée. C'est pourquoi Anne-Laure Daffy et Léo Marchand ont choisi de la transposer dans un des seuls genres cinématographiques où, logiquement, la mort est rapide et immédiate, le western. L'art des mélanges est une de leurs qualités. Ici, les cow-boys n'ont pas peur de mourir, n'en montrent que trop bien l'exemple. L'histoire réunit en son sein deux univers différents, l'intimité du temps qui passe, menant irrévocablement à la mort, face aux vastes étendues du western, sans pitié et pleine de désinvolture. Artistiquement, les réalisateurs continuent sur leur lancée et jouent l'animation et des images extraites d'une dizaine de westerns. Voilà, on est dans quelque chose de très expérimental, de court-métrage, il y a plus de textes, le tout accompagné des voix emblématiques d'Arthur H. et de Denis Lavant, fidèles collaborateurs des réalisateurs qui retrouveront notamment pour un autre de leurs courts-métrages. Voilà. Toujours très curieux de ce genre de film, mais on ne l'a pas vu. Et donc, on termine avec cette année 2009 avec un clip. Ça faisait longtemps, mais quel drôle de clip. C'est Hymne tout merde de Léos Carax. Arrivi, les popostretet. Arrivi, hanen kramsamli. Arrivi, les popostretet. Arrivi, hanen rutravi. Alors donc c'est un clip, mais en même temps est-ce que c'est vraiment un clip, puisque la musique n'existe pas indépendamment du clip. C'est plus un court-métrage musical. Voilà, quelque part. C'est-à-dire que la musique est composée pour le film, en tout cas en même temps. Donc on retrouve notre personnage de Monsieur Merde, donc qui était apparu dans Merde, le sketch du film Tokyo, co-réalisé donc par Léos Carax. Alors il y a des points d'exclamation, donc tu dois dire merde et Tokyo. Merde et Tokyo. Et donc, alors que la fin de Merde dans Tokyo annonçait Merde à New York, et ben finalement on n'a pas Merde à New York, on a Merde au même endroit, dans une cave, qui s'agite donc au rythme d'une musique,
et qui borborigme sa musique, on va dire, puisque donc c'est une chanson en mergodon, la langue inventée par Denis Lavant et Léos Carax. Alors bon, voilà, ils se sont retrouvés, les deux anciens amis, ne se quittent plus, ils s'amusent, on sent que c'est vraiment une manière de prolonger l'expérience, mais... Bon, moi, je vais pas avoir grand-chose à dire, mais simplement, dans la trilogie Merde, puisque on peut l'annoncer dès maintenant, Merde reviendra une 3e fois, c'est clairement le film que j'aime le moins. Voilà, des 3. Je le trouve particulièrement inintéressant. Je trouve que effectivement, il veut être simplement une captation d'un corps en mouvement. On sent vraiment le prolongement des expérimentations de Carax sur Merde, sur Tokyo, mais pour moi il n'y a rien quoi, en termes de cadrage, en termes d'énergie, en termes de mouvement. Pour moi, autant c'est des choses qui peuvent marcher dans Holy Motors, qui sera donc la 3e apparition de Monsieur Merde, autant là, moi, ça me désintéresse complètement, je trouve ça complètement faux, parce que le format clip aussi, parce que là j'ai vraiment l'impression de quelque chose de très vain, et donc voilà, pas plus de choses à dire. Denis Lavant s'amuse, je suis content pour lui, mais il ne m'amuse pas avec. Très bien. Ouais, alors, je suis plutôt d'accord sur le fait que c'est très inintéressant, mais pour moi, à regarder, c'est moins douloureux que les deux autres, donc voilà, parce que c'est plus court, et que... Bon, je sais que t'aimes bien le personnage de Merde et tout, plus ou moins... dans Holy Motors et Tokyo, tout ça. Déjà, dans Tokyo, je trouvais ça affreux. J'ai dit beaucoup de mal de Tokyo. Hein. Tout à fait, oui, effectivement. Il y a un podcast comme preuve. Oui, effectivement, il y a ta voix enregistrée. Donc Tokyo, je trouvais ça assez affreux. Holy Motors, on aura l'occasion d'en reparler, mais je trouve que c'est... Alors, je suis pas fan du film en général, mais je trouve que c'est vraiment l'un des pires segments. Celui de Merde, pour moi, c'est vraiment un personnage vraiment désagréable, et même au-delà de désagréable, qui a vraiment aucun intérêt nulle part. C'est genre le chaos, tout ça, voilà. Bon, ok. Et donc du coup, hymne tout Merde, c'était pas intéressant, mais au moins c'était court, voilà. Donc c'est plutôt ça que je trouve positif. Bon, la musique, elle a pas vraiment d'intérêt, hein, voilà, s'il fait des bruits avec sa bouche, il fait des... Je serais incapable de le faire, mais voilà. C'est une langue, hein. Oui, je sais, bon, bref, on en reparlera. Moi, j'avais juste noté que, en fait, ça me faisait penser un peu à un délire halluciné digne des vidéos YouTube cursed bizarres, de celles qu'on trouve vraiment au fin fond de YouTube à 3h du matin, quoi. Et ça me rappelait donc notamment l'artiste Tonetta, qui est vraiment quelqu'un de très bizarre, mais qui fait des trucs, mais juste bizarre, quoi, pas glauque, donc... et avec vraiment très très peu de moyens. Il fait de la musique, hein, notamment. Sauf que, en fait, c'est très dommage, parce que ça se voit que c'est très produit comme clip, contrairement à des vidéos cursed qui ont littéralement aucun argent pour faire des vidéos et dont la qualité très cheap participe au charme et à l'intérêt. Là, justement, il y a des changements d'angle, il y a plusieurs caméras, il y a une chorégraphie, la musique, ça s'entend qu'elle est enregistrée en studio et tout ça, et donc du coup, ça veut vraiment perdre de l'intérêt à ce truc qui pourrait être un ovni perdu sur Internet. Et en fait, pour moi, c'est sa nature même de clip ou de court-métrage avec une production qui le rend très inintéressant, finalement. Et le fait aussi que ce soit un personnage préexistant et qui sera réutilisé plus tard, mais donc dans des films, quoi. Donc c'est dommage, parce que ça m'a rappelé une esthétique intéressante, assez volatile, mais bon, finalement, qui ne s'en réclame pas, je pense, et qui finalement n'a rien de ce charme-là. Voilà. On quitte enfin cette longue année 2009. On entre donc dans une nouvelle décennie, l'année 2010, pleine de nouvelles promesses. Et donc, on commence l'année 2010 avec encore du téléfilm. C'est vraiment un épisode très télévisuel. C'est donc François Villon, voleur, assassin, poète. Adaptation du livre du même nom de Jean Telet. Et donc réalisé par Serge Ménard. Frères humains, écoutez. Écoutez et compatissez au triste destin de cette vie ensorcelée.
Je suis né le jour où Jeanne est morte sur le bûcher. Je suis né pauvre, entouré de morts et de pestiférés. Dites-moi en quel... Donc du coup, jeu François Villon, voleur, assassin, poète, comme je l'ai dit, et je vais me contenter de jeu François Villon à partir de maintenant. C'est donc l'adaptation de ce livre de Jean Telet, qui raconte la vie de François Villon avec en tout cas en remplissant les zones d'ombre d'une nouvelle mythologie, qui n'est pas celle développée par les différents historiens, donc en se basant sur des choses réelles, mais voilà, donc c'est une manière de romancer la vie très, très énigmatique de François Villon, et donc le livre ayant eu un petit succès, il a le droit à son adaptation à la télé, déconseillé au moins de 10 ou 12 ans, je ne sais plus. 12 ans. 12 ans. Et c'est mérité, on est dans quelque chose effectivement qui va à fond pour de la télé, qui se jette vraiment à corps perdu dans la crasse, la violence, le dégueulasse. Et donc on suit donc ce personnage de François Villon, jeune poète, au départ un petit peu romantique, un petit peu flâneur, voilà, et qui petit à petit va s'acoquiner avec des criminels, va être poussé vers le crime le plus gratuit, le meurtre gratuit, le viol, voilà, jusqu'à donc se retrouver en prison, se retrouver avec certains de ses camarades condamnés à mort, enfin voilà, c'est une déchéance progressive de son personnage jusqu'à sa disparition. Est-ce que... Je sais pas, tu veux que je commence, je veux bien commencer parce que je vais être très courte, en fait, j'ai pas vu le film en entier, je m'en excuse. Toi, c'était Saint-Tony, moi, c'est François Villon, ma némésis. Je vais pas trop parler de Denis Lavant parce que du coup, je l'ai pas beaucoup vu, il joue un garde, bon, il est engoncé dans son armure à cheval, voilà. Moi, j'aimerais juste me plaindre. Voilà. Je t'en prie. Je me plains parce que dans la bonne tradition de représenter le Moyen-Âge comme une époque sombre et horrible, le Moyen-Âge est représenté comme une époque très sombre et horrible. Et je n'aime pas ça. Voilà, j'ai du mal avec cette représentation très commune du Moyen-Âge dans les fictions des années 2000-2010. Donc c'est très sombre, c'est très sale en fait. Il y a de la crasse partout, les habits sont très très ternes, les personnages de pauvres sont présentés comme des animaux, hein, littéralement, à baiser dans la rue, à faire des bruits d'animaux, au début en tout cas, dans la partie que j'ai vue, et j'ai un problème avec ça, en fait, c'est une représentation archaïque non seulement de l'époque, mais des classes populaires qui l'habitaient, qui, je pense, n'étaient pas plus horribles et dégueulasses que les nobles de leur époque. Voilà, moi ça me pose problème en fait, cette différence de représentation entre les classes aisées qui font leurs petites affaires discrètement et les pauvres qui hurlent dans la rue, qui font l'amour avec les femmes qui sont littéralement toutes en chaleur. Ça me pose beaucoup de problèmes. J'aimerais rajouter que c'est pas très réaliste que les nobles croisent les pauvres comme ça au hasard dans la rue également. Et que le poète, que je connaissais pas vraiment, je le connaissais de nom avant de voir le film, est représenté comme un être abominable, justement. Et je pense que en réalité, c'était pas vraiment ça, et que justement Jean Telet et le réalisateur essaient de créer, comme t'as dit, une mythologie. Mais bon Dieu, cette mythologie, elle est très peu reluisante, hein, vraiment, c'est horrible, je pense que ça fait pas honneur à la mémoire du poète, en fait, et ça c'est probablement l'élément qui me pose le plus problème, de vouloir créer une histoire très scabreuse, avec des personnages très sombres, très, très violents, dont le personnage du poète, c'est un peu... ça me dérange un petit peu, quoi, justement. Et le fait que t'as dit, donc il est poussé, il se jette dans une vie de crime et tout ça, mais en justifiant plus ou moins toujours ça par le fait qu'il doit retrouver son inspiration, qu'il doit écrire, et donc c'est un peu cette vision très romantique du poète qui perd sa muse, mais qui va la retrouver dans les vices et la douleur et tout ça, et
Et vraiment, on peut peut-être arrêter, quoi, avec cette représentation des artistes, là. Surtout que François Villon a eu une très bonne éducation, il savait lire, écrire, on lui a enseigné son art, en fait, et c'est pour ça qu'il a pu, derrière, composer des poèmes qui parlaient non seulement de lui-même, mais aussi du côté plus populaire et peut-être moins galant et moins romantique de l'époque. Mais du coup, transformer ça en poète maudit, mais qui est une personne horrible, du coup, bah c'est dommage, je trouve. On aurait pu faire autre chose. Du coup, ça donne pas tellement envie de lire le livre. Et voilà, donc inutile de dire que j'ai pas vraiment accroché à ce que j'ai vu. Et si j'ai arrêté, c'est parce qu'il y a eu un moment qui était assez insoutenable pour moi et qui m'a un peu empêché de continuer aussi. Voilà, donc je te laisse continuer après. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, juste je mettrais un petit bémol quand même sur la représentation du Moyen-Âge où je trouve que c'est quand même montré, je n'ai pas trouvé ça si caricatural, c'est quand même montré qu'il y a il y a une université, il y a tout un fonctionnement, et qu'effectivement, par contre, c'est le monde du crime qui est montré, le monde de la jeunesse estudiantine un peu en abandon, qui est montré dans toute cette volonté très de bordélisation, voilà, d'un humour très scabreux, mais que ça sont des choses qui sont vraies, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où il y a une situation bloquée entre l'université et le pouvoir, et où les étudiants deviennent des espèces de trublions absurdes, et c'est dans cet univers-là que grandit François Villon. Et donc voilà, après, il y a des choses qui sont effectivement caricaturales, mais je trouve que c'est pas tant sur le Moyen-Âge. En fait, voilà, ça montre par exemple la prostitution. Effectivement, la prostitution, c'est pas joyeux, mais ça dit pas que toute la société et tous les pauvres sont partis pour faire n'importe quoi et baiser dans les coins. C'est plus un certain milieu de personnages qui cherchent le bordel et complètement l'abandon total des valeurs sociales et religieuses. Donc, par contre, dans cette volonté qu'a le film de montrer du dégueulasse, du sexe, de la violence, là c'est absurde, et là ça devient caricatural. Oui, c'est plus sur ça en fait. Mais voilà, mais pour moi c'est pas tant sur la représentation du Moyen-Âge qui est montré comme malgré tout une société avec toutes ses règles, son fonctionnement. On est loin de ce qu'on peut voir dans certaines œuvres où vraiment c'est juste la paysannerie partout, le bordel, le dégueulasse. Voilà, là il y a quand même la police, il y a quand même l'université, une organisation sociale. Mais par contre, voilà, c'est, je trouve, irregardable. C'est-à-dire que c'est vraiment un enchaînement mais de dégueulasserie, mais qui t'est affiché à la gueule en mode regarde ce qu'on peut faire sur le service public, regarde. Vraiment, c'est affreux. Dès le début, t'as une séquence de bordel avec François Villon et ses potes qui font le sbeul dans la rue, qui boivent, qui emmerdent les nobles, tout ça. Et genre, la caméra panote, et au premier plan, t'as des gens qui baisent. Ça ne sert à rien, vraiment. C'est vraiment pour te le mettre au premier plan, regarde, et tout le film, c'est ça. Dans ta face. Regarde ma dégueulasserie. Alors, j'ai pas lu le livre de Telet, et j'ai pas très envie de le lire, mais là, vraiment, pour moi, c'est quelque chose un problème très cinématographique aussi, quoi. Vraiment, il y a un besoin de tout montrer, de montrer le dégueulasse, de viens dans ma fange, et c'est vraiment assez lourd, et je rejoins ce que tu dis sur ça veut nourrir une vision complètement absurde du poète qui trouve son inspiration dans cet univers-là, mais c'est montré mais avec la subtilité de... Enfin, c'est pachydermique, quoi, c'est-à-dire que il va toujours voir les prostituées les plus grosses, les plus moches, parce que c'est rigolo, et puis il écrit des poèmes pendant qu'il fait l'amour. C'est vraiment d'une lourdeur absolue. Je pense que François Villon écrivait ses poèmes probablement à une table. Comme dans un bureau, oui. Voilà. Et donc finalement, ça ne dit rien de Villon, parce que les moments un peu poétiques sont balancés comme ça, sans aucun contexte, sans rien. On comprend absolument pas le lien entre la vie et l'œuvre de François Villon. L'œuvre de François Villon est inexistante pour moi de ce téléfilm. J'en ai profité pour rouvrir les œuvres de François Villon, du coup. J'ai pas trouvé vraiment cette ambiance-là, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, sa vie privée, on sait qu'il a des liens avec des vols, avec des choses pas toujours très reluisantes, mais déjà on n'a aucune preuve de toutes les horreurs qui sont montrées dans le film, et clairement c'est pas son œuvre, quoi. Donc il y a un truc très étrange,
François Villon, il a écrit des ballades pour le roi, quoi. Tu vois, en mode genre merci mon bon roi de m'avoir fait libérer, machin. Bon, c'est pas un truc qu'il a écrit au bordel, hein. Il a réfléchi, ça vient pas de la vie comme ça, une inspiration. C'est pas un surréaliste, François Villon. Faut pas en faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est assez absurde. C'est pour ça que c'est absurde de montrer l'université, le fait qu'il apprenne, mais en fait, l'université, elle a aucune importance dans sa vie, quoi, dans le film. Où c'est montré, il va pas en cours, et comme tu dis, il écrit ses poèmes, voilà, au bordel et tout ça. Donc finalement, il n'y a pas de lien entre son œuvre et lui-même, parce que dans le film, il n'y a pas de lien entre le côté expert et érudit de l'œuvre et lui, quoi. Donc c'est absurde. En fait, tout le film se contente de nous balancer de la saloperie, et donc il n'y a rien de... il n'y a aucun développement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on passe d'un sujet à l'autre, mais sans aucune logique. C'est-à-dire que vraiment, d'un coup, on a les barricades, la révolution, tout ça, et puis d'un coup, on passe sur 1 an plus tard, il est en train de faire l'amour avec une meuf. Vraiment, mais aucun lien. Et donc, pareil, on a un casting assez savoureux, mais qui ne sert à rien. C'est-à-dire que les acteurs arrivent comme ça, et il n'y a aucun développement de leur personnage, que ce soit donc Philippe Naon, mais que ce soit aussi Denis Lavant, qui n'apparaît pas dans le film, en fait. C'est-à-dire qu'il apparaît au début comme l'espèce de grand méchant sadique sur son cheval. On voit à peine son visage derrière son home, il est là, genre... il hurle un truc, c'est très bizarre. Il n'y a pas de dialogue. Et puis il ne reviendra qu'une seule fois, à la fin du film, pour rien. Juste nous montrer qu'il a plus sa main, tu vois. Et rien. Et donc il n'a quasiment aucun dialogue. Il n'y a pas de personnage. Tu te dis, pourquoi vous avez fait venir Denis Lavant ? Vous vouliez faire un porno, faites un porno, quoi, à un moment. Vraiment, c'est ça. Porno médiéval. Donc, mais oui, donc, c'est quand même assez terrible. Et voilà, et bon, voilà, en termes de mise en scène, on est à ce niveau de regarde ma dégueulasserie, c'est-à-dire qu'on sort toujours son meilleur grand angle façon Jean-Pierre Jeunet, on le cale sur des visages. Vidocq est un film plus subtil que Je François Villon. Vraiment, oh là là. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, pas plus de choses à dire que ça, à part que c'est un très très mauvais moment de regarder ce film qui n'a aucun intérêt cinématographique, aucun intérêt scénaristique. Je pense qu'il y a plus de choses dans l'œuvre de Telet, parce que je pense qu'il doit aborder toute la question de la place de l'université, très particulière à ce moment-là, en conflit avec le pouvoir, enfin les barricades, sauf que clairement Serge Ménard n'a pas décidé de garder ça, il a décidé de garder le cul. Voilà, et juste noter, petit élément rigolo, Serge Ménard, non vraiment rigolo, a commencé donc sa carrière en même temps que Denis Lavant. Ah ouais. Puisque il était assistant réalisateur sur L'homme blessé de Patrice Chéreau, dans lequel Denis Lavant avait un micro-rôle de figuration. Ça, dont on avait parlé dans le tout premier épisode du podcast. Ouais. Donc voilà, pareil, est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient commencé vraiment leur tout début ensemble, je ne sais pas, mais c'est un peu marrant. C'est vrai que c'est un peu rigolo. Et donc toujours en 2010, on a un autre film qu'on se réserve pour un épisode rattrapage, puisqu'on l'a trouvé au dernier moment, c'est Tandis qu'en bas des hommes en armes de Samuel Rondière, donc on n'en dit pas plus, on reviendra dessus. Et, je l'avais placé là, bon, techniquement en 2009, on revient un tout petit peu en arrière, je me suis trompé dans mon conducteur, il participe à un projet très étrange, qui est un album qui s'appelle Ascension, Tombeau de John Coltrane, qui se trouve sur le label Rogue Art, et cet album n'est pas disponible intégralement sur internet, on trouve quelques musiques, mais pas l'intégralité, et c'est un projet complexe, d'hommage à Coltrane, donc fait par un collectif de gens, donc plusieurs musiciens, qui cherchent à explorer l'héritage de Coltrane, d'où l'idée de son tombeau, cette idée que le jazz est orphelin, et en même temps il y a des textes, alors il y a un livre, j'ai pas compris si le livre est lié à l'album ou pas, mais il sort au même moment avec le même titre, mais c'est pas très clair, et ils écrivent du coup plein de textes, plus ou moins théoriques, mais aussi poétiques sur Coltrane. Et donc, dans l'album, à plusieurs moments, Denis Lavant, entre récite et hurle,
Les poèmes, donc ils n'ont pas des textes de Coltrane, ce sont des poèmes écrits par l'un des membres du collectif sur Coltrane, en français, par-dessus des musiques qui ne sont pas forcément des musiques de Coltrane, mais inspirées de Coltrane. Ok. Ou des musiques des dernières années de la vie de Coltrane, donc la période la plus expérimentale. Voilà, c'est un projet visiblement très passionnant, que je serais curieux d'écouter en entier, mais je ne suis pas sûr d'avoir toutes les armes pour recevoir cet album. Mais en tout cas, voilà, on retrouve ce Denis Lavant, de l'expérimentation, de la musique, mais des liens entre musique, poésie, de la lecture. Qui a l'air de vraiment l'intéresser. Et j'en profite d'ailleurs, parce que je suis tombé tout à l'heure, je ne l'ai pas lu, mais il y a un article qui vient d'être publié sur la poésie de Denis Lavant, sur un site de poésie. Voilà, donc je trouve ça rigolo. Donc, on continue avec un moyen-métrage, donc en 2010, qu'on n'a pas trouvé, et je suis très désolé parce que ça a l'air passionnant. Ça s'appelle Enterrer nos chiens de Frédéric Serve. Donc ça va être un gros projet, on peut trouver sur internet des interviews du réalisateur et le dossier de presse du film. Donc c'est quand même un film qui a une certaine importance de production, on va dire. Et donc le film explore les traces laissées dans un village par une tragédie vieille de plusieurs décennies. Une tragédie qui semble avoir imprégné la terre et les hommes. Deux voix nous guident dans cette exploration, deux voix nous racontant le drame, nous racontant comment tous deux sont morts 30 ans auparavant. Et donc je vais lire un tout petit extrait du dossier de presse, je trouvais ça intéressant, sur Denis Lavant. Donc Frédéric Serve dit « Denis Lavant m'est apparu très vite. Difficile d'expliquer pourquoi le nom de Denis m'est apparu aussi clairement et aussi vite. Difficile d'expliquer ce qui me semble être une évidence aujourd'hui. Disons que cette évidence était telle que c'est sa voix que j'entendais quand je travaillais sur le scénario. » Donc on retrouve encore le Denis Lavant de la lecture et de la voix pure désincarnée, quoi. Tout à fait. C'est intéressant. Mais aussi cette idée que Denis Lavant, il représente quelque chose. Oui. Sa voix, sa figure, et sa prestance. Il y a quelque chose pour des réalisateurs qui, où c'est pas forcément un acteur de composition, c'est vraiment, on fait quelque chose et on pense à lui comme presque un objet, comme un élément du film. Je trouve ça intéressant là de lire cet extrait. C'est peut-être ce qui est apparu à Stan Neumann aussi pour faire. Peut-être. Pour faire. La langue ne ment pas. La langue ne ment pas, voilà. Et donc on termine avec ce dernier film de cette sélection, donc en 2010, encore un téléfilm, c'est Obsession de Frédéric Tellier. Alors, petite fille, vas-y, je t'écoute. L'argent est sur ton compte en banque, 8 000 € comme convenu. La photo, c'est ta cuisine. C'est là où tu manges tes plats congelés, seul. Tous les soirs, en ouvrant ta petite boîte à musique. Notre marché, c'était l'argent contre les 2 chiffres. Donnez-moi maintenant. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Je pensais que tu trouverais mieux cette fois. Ne me fais pas ça, Dwalek. Les chiffres. Tu crois que ce que je sais, ça peut s'acheter avec tes petites économies de boniche? Reprends-les, j'en veux pas. Tu me déçois. Obsession, avec parfois un S entre parenthèses, avec parfois juste un S, avec parfois pas de S, c'est pas toujours très clair la graphie du titre. C'est un des premiers films de Frédéric Tellier, alors c'est pas le tout premier, mais c'est visiblement son premier téléfilm qui a eu un peu d'importance. Frédéric Tellier, qui aujourd'hui donc est un réalisateur de cinéma assez reconnu, avec notamment L'Affaire Escarin, qui a été son premier long métrage et qui a des similitudes avec Obsession, et puis ensuite Goliath, L'Abbé Pierre, et puis bientôt un film Fantomas. Donc voilà, mais là on est vraiment, c'est rigolo, sur un de ses premiers projets, au moment où il travaillait qu'à la télévision. Et donc c'est un film qui est coécrit avec Franck Tilliez, donc c'est, il me semble, le premier travail audiovisuel, de mémoire. Donc pareil, c'est assez intéressant. Et donc dans ce film, Denis Lavant joue Marc Dwelek, un tueur en série qui a été arrêté et qui est derrière les barreaux, en prison. Et donc il y a un personnage un petit peu annexe de cette histoire, puisque l'histoire, ça se passe à Créteil,
Et il y a un crime qui a lieu donc à Créteil, et qui a l'air d'être l'œuvre d'un tueur en série. En tout cas, c'est un crime rituel, avec toute une mise en scène, une construction assez macabre. Et donc, une femme est découverte avec la poitrine ouverte chez elle, morte du coup. Et donc, on suit une jeune brigadière de police, donc Sarah Libourne, qui est jouée par, j'ai oublié, est-ce que j'ai noté ? J'ai complètement oublié, alors j'aime beaucoup le casting. Mais oui, par Émilie Dequesne, suis-je bête ? Donc Sarah Libourne jouée par Émilie Dequesne, la regrettée Émilie Dequesne, qui a très envie d'être saisie de cette enquête, alors que elle a un grade inférieur, son supérieur joué par Lionel Astier, quel plaisir, n'a pas envie de lui confier l'enquête, et voilà, et petit à petit on va essayer de comprendre pourquoi cette enquête lui parle, pourquoi, enfin tous les éléments un peu étranges, pourquoi elle va voir l'ancien tueur en série joué par Denis Lavant au parloir régulièrement. Donc il y a plein de choses dans ce téléfilm qui ne sont pas données clairement, qui sont assez obscures, et qui petit à petit on arrive à décoder les éléments. Et donc voilà, au niveau de l'enquête principale, donc avec ce tueur en série, Sarah Libourne voit un lien avec un ancien tueur en série, qui avait à peu près le même mode opératoire, mais qui est mort. Et donc du coup, elle veut absolument dire que c'est... elle essaie de prouver que c'est lui, sans savoir comment ça peut être lui vu qu'il est mort, et tout le monde autour d'elle semble l'empêcher, lui dire qu'elle est folle, qu'un mort ne peut pas tuer des gens, ce qui est assez évident. Voilà, mais il y a plein de zones d'ombre, on ne trouve pas l'autopsie du tueur en série, enfin voilà, le dossier est incomplet, plein de petits éléments comme ça, et donc elle va faire sa petite enquête toute seule. Voilà, et au niveau du casting, alors j'ai pas noté tous les noms, en plus j'aime beaucoup le casting, mais par contre, il y a Samuel Le Bihan, qui joue donc un ex-policier, un petit peu désabusé, qui finit aux archives. Bon, pour le dire gentiment, Samuel Le Bihan n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est probablement pas le pire film dans lequel il a joué, mais c'est pas un plaisir de le voir. Voilà. Je sais pas si tu veux... t'as commencé sur les autres films, je vais peut-être commencer. Oui, je t'en prie, vas-y. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai été assez surpris. Je suis assez policier en ce moment. Et vraiment, il y a plein de choses qui m'ont fait aimer ce film. En premier lieu, son casting, et en premier lieu, son Denis Lavant. C'est-à-dire que là, sur toute cette sélection, on a vu quand même un Denis Lavant assez méchant. Ça, dans Taman Rasset, où il joue un personnage qui est pas aimable, hein, quand même. Là, il joue un tueur en série. Dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, il joue un tueur en série aussi. Et donc, on a plein de facettes du Denis Lavant méchant qui sont très différentes à chaque fois. Et jusqu'à présent, j'avais du mal avec le Denis Lavant méchant. Je sais plus tous les exemples qu'on a eus, mais à chaque fois qu'on le voyait vraiment dans le côté méchant, je pense à Luminal, je pense à des films comme ça, il y en a eu d'autres, je trouvais que ça marchait pas. Je trouvais que, même dans Promenons-nous dans les bois, je trouvais que ça marchait pas complètement, je trouvais qu'il y avait un espèce de surjeu, il y avait quelque chose, peut-être aussi parce qu'on enchaînait les films, ça marchait pas forcément avec les autres, et là, sur toute cette sélection, je le trouve vraiment bien. Même dans des films parfois qui sont moins bons, comme François Villon, je trouve que il arrive enfin, peut-être c'est la maturité, c'est l'âge, à explorer des figures de méchants où son surjeu, son côté un peu étrange, son visage, son jeu bizarre, sa manière de découper les mots, viennent trouver quelque chose qui est nouveau, en tout cas qui est rafraîchissant, de quelque chose d'un peu décalé, voilà. Et là, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que dans sa manière de jouer Marc Dwelek, il y a quelque chose d'inquiétant, d'étrange, qui me fait peur, que moi j'aime bien. Donc c'est le premier point. Et sinon, du coup, tout le casting, donc à part Samuel Le Bihan, me fait plutôt plaisir. J'ai pas noté d'autres noms, mais voilà, Lionel Astier, Émilie Dequesne, voilà, un casting que j'aime bien. Et sinon, j'aime vraiment beaucoup toute l'enquête, tout le développement, tout le côté, on n'a pas les éléments, on sait pas pourquoi au début, on sait pas qui c'est Émilie Dequesne, on sait pas c'est quoi sa position dans le SRPJ de Créteil, on
On sait pas pourquoi, elle est un peu en retrait, mais en même temps très motivée. Et donc ça pourrait être un épisode d'une série policière un peu à la con, où on a tous les éléments, mais non. On a vraiment un mystère, il y a vraiment de l'étrangeté, il y a des twists, et on est dans un policier, alors je connais pas bien l'œuvre de Franck Tilliez, mais qui flirte pas avec le surnaturel, mais avec un peu le macabre, avec des trucs un peu... presque un peu irréalistes, hein, avec tous ces tueurs en série, avec tous ces trucs-là. On n'est pas, voilà... on n'est pas dans la police quotidienne, hein, vraiment... on est sur des choses très exagérées, mais je trouve que ça marche bien. Je trouve que la réal est vraiment cool. Il y a vraiment une qualité de nous montrer des éléments pour pas nous perdre, mais en même temps garder toujours un suspense. Je trouve que il y a un sens du cadre de Frédéric Tellier, donc c'est pas anodin pour moi qu'il ait fait une belle carrière après. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus d'éléments à donner. Il y a des choses qui effectivement pourraient paraître dans le scénario un peu absurdes, dans l'obsession de certains personnages, et en même temps je trouve que tout marche bien, parce que l'ambiance, parce que la musique, parce que la réal, et le casting. Et voilà, c'est très riche, il y a plein d'intrigues un peu en même temps. Et moi ça m'a vraiment beaucoup plu, donc vous pouvez trouver le film très facilement sur YouTube, avec la grosse tête de Franck Tilliez dans le coin de l'écran pendant tout le film, parce que pourquoi pas, faut réussir à faire abstraction. Mais voilà, non, sinon c'était une belle surprise. Je trouve que ça fait du bien à Denis Lavant, là, dans tout cet épisode, quelle que soit la qualité des films, d'aller explorer des choses télévisuelles plus simples, plus populaires. Je trouve que ça lui permet d'explorer des choses, peut-être ça le nourrit, je pense que ça a apporté de bonnes choses dans sa carrière. Donc voilà. Ok, bah moi je suis pas trop d'accord. C'est peut-être parce que j'ai pas trop eu le temps de réfléchir sur le film, parce que je l'ai vu il y a très peu de temps. Mais en fait, moi ça m'a pas du tout convaincu, que ce soit l'enquête ou les personnages. Déjà, je trouve que tout le monde joue comme une quiche. Donc bon, ça m'a pas trop aidé à m'attacher ni rien. Et ce qui est intéressant chez Denis Lavant, c'est qu'on le retrouve un peu comme dans La Squale et comme dans ce qu'il fera plus tard, comme le personnage mystérieux et menaçant qui n'apparaît que dans un seul endroit. Donc en l'occurrence ici le parloir, nulle part ailleurs dans la prison, on le voit juste au parloir. Et donc du coup c'est si un on peu... le voit dans sa cellule, une scène. On le voit dans une scène dans sa cellule, effectivement. Mais du coup c'est vraiment cette idée du personnage mystérieux qui est un peu... qui est dans une espèce d'antre, et là en plus il fait peur, il est un peu menaçant, sauf que j'ai trouvé qu'il jouait trop la caricature de psychopathe, entre gros guillemets, à vouloir des photos macabres de scènes de crime, à renifler des culottes de victimes et tout. Moi je trouve ça vraiment grossier et pas vraiment en phase avec le ton hyper premier degré du film en fait, et c'est ça qui me... C'est ça qui, en fait, c'est la raison principale pour laquelle le film m'est tombé des mains, c'est qu'il essaye de mettre en scène un jeu de pistes assez original, en mode un peu Hannibal, la série du coup. Sauf que on est dans un contexte français très premier degré, très bureaucratique finalement, on voit beaucoup les bureaux de la police, et finalement le mélange marche pas, parce que en plus les meurtres sont pas grandiloquents, ils sont pas théâtreux, ils sont juste ils sont juste sordides, et en même temps on voit rien, et donc du coup il y a pas ce côté presque un peu irréaliste et un peu surnaturel que je retrouve dans les productions où on voit plein de tueurs en série à tous les coins de rue, et qui mettent en scène leurs victimes dans des constructions très élaborées. Et là on parle de ritualité et de trucs comme ça, avec un tueur qui ouvre les cages thoraciques et qui vole les cœurs et tout ça, mais du coup on voit rien. Peut-être dû au budget modeste du film, mais je pense qu'on manque un peu de cet élément visuel pour rendre vraiment l'enquête, le film et les personnages baignés dans cette atmosphère à la fois morbide et élégante, quoi. Et là c'est juste morbide, voire sordide, parce qu'on parle de viol et de trucs, et de violeurs en série aussi, et de trucs comme ça. Et donc du coup j'ai vraiment pas accroché à ça, et je trouve donc voilà que à la fois l'enquête et le film traînent vraiment en longueur, avec tous ces trucs cryptiques, ces indices, des punaises sur une carte, des messages étranges avec des indices, et moi je trouve que ça tombe complètement à plat dans ce contexte un peu français, franchouillard presque, fauché et tout ça, quoi. Donc
c'est intéressant et tout, mais j'ai vraiment pas accroché à ce côté-là. Sans compter que le personnage féminin est objectifié par absolument tous les hommes autour d'elle avant qu'ils se rendent compte qu'en fait elle réfléchit un peu et ça, bon, voilà, c'est un peu pénible aussi, mais c'est vraiment pas le principal, quoi. Le fait que ça oscille entre l'enquête très fébrile, presque sous tension, et le drame personnel dont on ne sait rien avant la fin, je trouve que le mélange marche pas du tout, en fait. On essaie de donner la profondeur à ce personnage féminin principal en lui donnant un côté mystérieux, peut-être un peu étrange, sordide et tout ça, mais bon voilà, elle porte ça plus comme un fardeau que comme une aura, je trouve. Ouais, non, moi je suis pas d'accord, je suis vraiment Bah oui, effectivement, il y a pas de côté élégant, c'est vraiment le sordide, mais je trouve que du coup le ton du film, tout est dans le ton du film en fait, je trouve que tout est très cohérent sur l'ensemble. On est effectivement dans ce policier contemporain, français, très sordide de Tilliez ou de Maxime Chatham. On est dans cette ambiance-là et je trouve que, c'est mon avis, moi j'ai vraiment été pris par le film et je trouve que ça marche vraiment bien. Que ce soit, même tout le côté, le personnage d'Emily Dequesne au milieu de tout ça, je trouve qu'il est très moteur de plein de choses et qui est assez intéressant. Bon, vous l'aurez compris, donc le dernier film de cet épisode nous laisse sur une division, donc libre à vous, de toute façon le film est très facile à trouver, donc libre à vous de vous faire votre avis sur ce film de Frédéric Tellier. Si en tout cas vous avez vu tous les films de cinéma, entre guillemets, de Tellier, que vous êtes curieux, c'est vraiment, je pense, intéressant de voir les premières approches qui l'ont amené ensuite à s'intéresser à des vraies affaires de tueurs en série pour l'affaire Ascaron. Voilà. Nous, on se retrouve très bientôt donc, avec un prochain épisode de Denis Lavant. Donc, ce sera soit un épisode donc rattrapage, parce qu'on commence à avoir quelques films à rattraper, soit l'épisode donc, sur le début des années 2010, 2010-2012, voilà, et puis, donc nous on a beaucoup aimé faire notre épisode sur Jean-Paul Rouve, donc on va aussi refaire des épisodes avec d'autres personnes, sur d'autres sujets, sur des intégrales moins fleuve que Denis Lavant, peut-être moins fleuve noir que Denis Lavant, et en attendant, portez-vous bien. Salut. Bisous.